Bonjour à tous. Avant de commencer ma présentation, Le sacré dans la littérature, réflexions avec le monde vivant, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque Éveiller le cœur, cultiver l'esprit, Care, éducation, écologie, et tout particulièrement Angela Biancofiore pour m'avoir offert cette opportunité de présenter mes thèmes de recherche. C'est ce que je vais faire et puis j'évoquerai quelques questions soulevées et des exemples de supports que j'étudie dans le cadre de ma formation en littérature italienne. Le thème principal de mes recherches, c'est l'expression du sacré dans la littérature, en l'occurrence la littérature italienne contemporaine. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que le sacré? Qu'est-ce qui définit le sacré? C'est non seulement une notion relativement complexe, c'est également une notion abstraite, dans le sens où ce qui est sacré pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Ça peut être flagrant, il suffit de s'intéresser à l'actualité pour en avoir des exemples, mais parfois c'est très subtil dans le sens où au sein d'une même religion, des fidèles ou des croyants porteront plus d'importance que d'autres à un aspect ou à un autre. Par exemple, un lieu dit sacré ou un objet dit sacré n'aura pas la même signification pour un tel ou un tel. En suivant l'histoire, nous observons encore que l'appréhension du sacré est influencée par le contexte sociétal dans lequel nous nous situons. Et en partageant leur point de vue, leurs ressentis, les écrivains et les artistes participent à cette réflexion et nous invitent à mieux comprendre le monde à travers son caractère sacré, à retrouver, si on veut, le sens du sacré. Étymologiquement, le sacré, c'est quelque chose qui est à part. En religion, on parle de sacré par opposition au profane pour désigner ce qui a trait au divin. Pour résumer, on peut dire que ce qui est sacré doit être protégé, ou plus exactement que la reconnaissance du caractère sacré d'un objet, d'un être, etc., conduit à une attitude de protection envers le dit objet ou la dite personne. Mes recherches reviennent particulièrement sur la tradition chrétienne en matière de sacré, en raison de son influence sur la littérature et l'art italien, même non chrétien. Par exemple, la réalisatrice Alice Rohrwacher, qui a réalisé le film Lazzaro Felice en 2018, Heureux comme Lazare en français, a expliqué dans une interview qu'elle-même n'a jamais mis les pieds dans une église. Mais d'une certaine manière, la foi catholique influence son art par sa présence si répandue en Italie. Dans le monde du christianisme aujourd'hui, on assiste à une relecture des textes bibliques, mais surtout des textes théologiques, une relecture qui est nécessaire à une appréhension plus actuelle et plus saine du monde vivant et du sacré dans le monde vivant. C'est en quelque sorte la démarche du pape François qui ravive dans les milieux catholiques la figure de saint François d'Assise et sa vision du sacré dans la relation fraternelle avec les éléments naturels. En dehors du cadre strictement religieux, la notion de sacré dans la littérature et l'art italien est largement influencée par la vision qu'en avait l'écrivain et réalisateur Pier Paolo Pasolini. Une vision du sacré qui prend sa source dans la générosité de la nature. C'est cette vision qu'on retrouve dans le film Lazzaro Felice que je viens de mentionner. Une autre façon toujours liée d'appréhender le sacré que je voudrais évoquer, c'est celle de la poétesse Mariangela Gualtieri. Dans son recueil Bestia di Gioia notamment, elle exprime le sacré à travers l'exaltation du monde naturel. Elle l'exprime aussi dans son œuvre à travers la relation à l'autre. C'est le cas dans un de ses poèmes, 9 marzo 2020, 9 mars 2020, qui date du confinement lié à la pandémie de Covid-19 et que je vous invite vivement à écouter si vous comprenez l'italien. Il est disponible sur YouTube. Je m'intéresse également à l'expression du désenchantement du monde en littérature. C'est un terme du sociologue Max Weber qui signifie la perte de la notion de magie dans le monde. J'irai un peu plus loin en disant qu'on observe une perte de notion de sacré dans le monde. J'étudie le désenchantement du monde en tant que conséquence de l'ignorance des liens d'interdépendance, d'un rejet parfois inconscient du vivant et de sa condition d'interdépendance, conséquence du fait que plus rien n'est sacré, si on peut dire, aux yeux de l'individu, lequel en arrive à se considérer lui-même sacré puisqu'il est à part, puisqu'il est séparé du reste du monde, entre guillemets. Ce désenchantement du monde est exprimé de manière très différente d'un auteur à un autre.
on peut quand même identifier quelques tendances dans les réactions des écrivains contemporains face à ce phénomène. Tout d'abord, une mise en évidence du caractère artificiel des activités humaines. C'est le cas dans un recueil poétique d'Imora Naturale d'Andrea Baiani, dont je vais traduire un extrait. À la nuit tombée, si la pastille ne fonctionne pas, je regarde les animaux sur l'écran de l'ordinateur. Les ailes, la savane, le sternum caréné des oiseaux me calment. J'attends les bâillements des félins, ceux dociles des chats surtout. Ensuite, je retourne au lit en bâillant. On discerne encore une forme de résignation, de révulsion, de souffrance face à la société actuelle, qui mène à l'émergence en littérature de dystopies écologiques, comme le roman Sirene de Laura Puño, qui est d'ailleurs traduit en français, c'est Sirène au pluriel. On trouve aussi, et ce ne sont bien sûr que quelques exemples, un fort sentiment de nostalgie. C'est le cas dans les écrits d'Eri De Luca, mais aussi dans ceux de Mauro Corona, qui est un écrivain et sculpteur un petit peu moins connu peut-être en France. Une réponse presque universelle chez les auteurs que j'ai étudiés est la condamnation de l'autosacralisation de l'être humain. Ils tentent d'y remédier en transférant le sacré sur d'autres éléments, on peut dire aussi en retrouvant le sacré. C'est donc une sorte de réenchantement du monde, ce qui était aussi en quelque sorte la démarche de saint François d'Assise avec le Cantique de Frère Soleil. J'en profite pour présenter le travail de Luisela Carretta, une écrivaine et artiste qui retrace dans certaines de ses œuvres le vol des oiseaux et des abeilles, soulignant ainsi la beauté et l'harmonie dans la nature. Un dernier aspect de mes recherches que je voudrais présenter, c'est l'étude du mouvement éco-critique qui va nous renvoyer ou même nous inviter à un changement de paradigme dans notre rapport à la nature. Le mouvement éco-critique touche de nombreux domaines, donc je vais m'intéresser en particulier à deux d'entre eux, la critique littéraire d'abord et le monde de l'éducation ensuite. Dans la critique littéraire, avec d'abord des lectures éco-critiques d'œuvres classiques, Relations de voyage par exemple ou littérature de migration, qui abordent le thème de la relation à l'autre et de l'altérité. Mais aussi avec la lecture éco-critique d'œuvres contemporaines où là on verra plutôt une tendance à effacer l'altérité au profit d'une relation effectivement symbiotique ou interêtre selon le mot du moine bouddhiste Thich Nhat Hanh. Le roman Sirene de Laura Puño que j'ai mentionné plus tôt est un exemple de cet effacement de l'altérité. Dans le monde de l'éducation, il y a beaucoup d'aspects à couvrir sur le rôle et les défis de l'enseignement dans la perspective de l'éco-critique. D'ailleurs, il y a une partie du colloque qui est dédiée à ce sujet. Je vais simplement partager en quelque sorte l'appel, l'invitation des auteurs italiens à renouveler l'enseignement et la transmission des savoirs, à donner les bonnes clés dès le plus jeune âge pour comprendre le monde, pour retrouver le sacré dans la nature, ou même retrouver la beauté et l'envie de la raconter selon les mots de l'écrivain et enseignant et scénariste aussi, Alessandro d'Avegna. On retrouve ici aussi une certaine remise en question de l'altérité. L'écrivain Marco Lodoli nous dit par exemple en parlant des générations plus jeunes, je traduis, « Nous devons absolument comprendre où ils vont, pourquoi ils nous saluent sans même se retourner, pourquoi ils ne font plus confiance à notre culture. » Pour finir, je voudrais partager cette illustration de Mauro Corona, une sorte de travail préparatoire à son activité de sculpteur ou une explication de son activité de sculpteur, Come nasce una scultura, comment naît une sculpture, qui nous rappelle le dialogue entre le sculpteur et la matière, un dialogue incessant et nécessaire dans tout travail de création. Je vous remercie de votre attention. Bonne fin de colloque.